Ground Zero, littéralement point zéro, l'épicentre, est désormais le nom donné à cette gigantesque place au cœur de New York. Pourtant, ce n'est ni une bombe, ni un tremblement de terre qui a ravagé ce lieu le 11 septembre 2001. Mais derrière les images que tout le monde connaît, peu de gens savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là, techniquement. Il y a eu une énorme boule de feu et une partie de l'enveloppe extérieure a totalement été démolie. C'est tout ce que l'on pouvait voir depuis l'extérieur. Comment ces gigantesques tours ont-elles pu s'effondrer ainsi? Quels phénomènes physiques hors normes ont compromis leur structure en seulement quelques secondes? À mesure que l'incendie progressait, on pouvait voir la structure se détériorer. On voyait les colonnes extérieures de la tour qui commençaient à se tordre. On a aussi donc des poteaux internes qui ont été soit sectionnés, soit fortement déformés, donc affaiblis par l'impact de l'avion. Comment la structure du World Trade Center, pourtant réputée invincible, a-t-elle causé sa propre perte? Est-ce que j'aurais pu concevoir les tours pour qu'elles résistent davantage? Pour y répondre, nous allons partir à la rencontre des hommes les plus qualifiés. Scientifiques, ingénieurs, architectes, mais aussi ceux qui ont vécu ce jour-là de l'intérieur, au cœur des tours. C'est un bruit qui terrorise. Nous allons livrer une analyse inédite pour mieux comprendre l'attentat le plus marquant de l'histoire. Les incendies étaient hors de contrôle, à l'instant même où l'avion a frappé la tour. L'acier a perdu pratiquement toutes ses propriétés mécaniques. Tout se passe très rapidement parce que la gravité prend le dessus. Les étages s'écrasent les uns sur les autres. Comment deux avions de ligne ont-ils pu anéantir ces colosses et transformer l'un des plus grands symboles américains en une catastrophe hors de contrôle? « 21 mars 1966. Nous sommes à New York. Ici, au sud de Manhattan, débute un chantier faramineux, celui du World Trade Center. Un projet de complexe financier hors norme, capable d'accueillir à terme plus de 50 000 personnes. L'ouvrage est d'ailleurs si ambitieux que lorsque ses plans ont été dévoilés, ils ont immédiatement créé une controverse. Nombreux sont les New-Yorkais qui ne veulent pas de cet ensemble trop imposant. Il faut dire que de par ses dimensions, le projet a de quoi faire peur. Pour leur projet de World Trade Center, l'autorité portuaire avait prévu de construire 2 bâtiments de 80 étages. Et puis ils ont changé pour 100 étages. Et finalement, ils ont décidé de construire 2 tours de 110 étages. Le World Trade Center est littéralement sorti de terre pendant la guerre du Vietnam. Alors que nos troupes sont en train de perdre au Vietnam, nous créons cet extraordinaire symbole de puissance. Plutôt que d'aller sur la Lune, c'est la Lune que nous amenons à nous. C'est incroyable. Le World Trade Center sera composé de 7 buildings, dont 2 gratte-ciel, les plus hauts du monde. Ils culmineront chacun à 415 mètres de haut et offriront un espace total de 930 000 mètres carrés de bureaux, l'équivalent de la moitié de Monaco. Leslie Robertson est l'ingénieur en chef des tours jumelles. Il a alors 38 ans. À projet démesuré, technologie révolutionnaire. Nous avions quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas par le passé. Dans nos bureaux, nous avions d'immenses ordinateurs rien que pour nous.
Nous étions ainsi capables d'analyser des choses que les ingénieurs ne pouvaient pas faire auparavant. L'une des principales innovations du World Trade Center se trouve sous terre. À cause de leur proximité avec la rivière Hudson, l'enceinte du complexe est composée de multiples murs solidement posés et calés dans la terre new-yorkaise. Un véritable défi. Le cauchemar des responsables du projet a toujours été que l'eau s'infiltre et vienne éroder les poutres d'acier des fondations et que les tours se renversent à cause de l'érosion. Manhattan repose sur de la roche de schiste. Le schiste de Manhattan est très robuste. Les ouvriers ont dû creuser profondément jusqu'à cette roche. En surface, la construction du World Trade Center relève elle aussi de l'innovation. Jusqu'à présent, les gratte-ciel, comme le fameux Empire State Building et ses 381 mètres de haut, étaient construits à l'aide de multiples colonnes porteuses réparties à chaque étage sur l'ensemble du bâtiment. Trop cher et trop contraignant pour un immeuble aussi haut que le World Trade Center, il a fallu imaginer une autre conception. Ce sera une structure en acier dite en tube à cause de sa forme. 47 colonnes, enfoncées à 20 mètres sous terre, sont réunies dans le noyau central. Et elles ne sont pas seules à assurer la solidité de l'immeuble. Chacun des 4 côtés de la façade est en effet composé de 59 colonnes qui contribueront elles aussi à assurer la stabilité de l'édifice. Jérôme Quiran est chercheur au laboratoire de mécanique et de génie civil à l'Université de Montpellier. Il a longtemps étudié la structure du World Trade Center. C'est un défi de monter à plus de 400 mètres de haut pour les tours à cette époque-là. Et donc on essaye à ce niveau-là d'alléger au maximum la structure. C'est un vrai défi technologique et pour ça on va utiliser de l'acier qui permet d'avoir peu de matériaux parce qu'il est très résistant. Il y a en réalité différents types d'acier utilisés. Vous avez de l'acier renforcé à la base et de l'acier plus léger dans les étages. La taille des colonnes d'acier évolue en fonction de la hauteur. Vous avez donc des colonnes épaisses à la base et des colonnes plus fines en haut. Le but est de fournir la résistance nécessaire en fonction des analyses. La construction en tube est non seulement censée offrir une stabilité incroyable pour un immeuble de cette hauteur, mais elle permet surtout de rentabiliser l'espace. Les étages sont des open space, c'est-à-dire qu'entre le noyau et la façade, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun poteau. Cela permet de réorganiser les espaces en à peu près tout ce qu'on veut. Nous avons même pu construire une salle des coffres, ce qui est évidemment très lourd, presque au dernier étage de l'une des tours. Les tours sont si hautes qu'il a également fallu repenser la navigation des ascenseurs. À l'intérieur du noyau central, 23 ascenseurs express permettront d'atteindre 2 plateformes, elles-mêmes desservies par 72 ascenseurs classiques pour accéder aux étages intermédiaires. Il faut seulement 58 secondes pour parcourir les 110 étages. Une vitesse qui permettra de sauver de nombreuses vies. Pour que la circulation soit fluide, les ascenseurs doivent être vraiment performants et très rapides. Ils permettent d'évoluer dans tout le bâtiment en très peu de temps. La construction du World Trade Center est un chantier sans équivalent. Au total, 300 000 tonnes de terre sont déplacées, 200 000 tonnes d'acier sont assemblées. Les Américains voient grand et ils ne perdent pas de temps. Étage après étage, la méthode est toujours la même. D'abord le noyau central, puis la façade et enfin le plancher. Les étages faisaient partie intégrante de la structure de la tour. Ils servaient à connecter ensemble les colonnes et tous les éléments de structure du noyau central avec les colonnes de l'enveloppe extérieure. Tout cela fonctionne comme un diaphragme pour que la structure résiste aux charges, notamment exercées par le vent.
Tout est lié ensemble, cela fonctionne comme une unité. La construction se fait étage après étage. Mais certains blocs sont fabriqués en dehors du site, dans une usine. Au final, la construction coûtera 900 millions de dollars, plus de 800 millions d'euros. Un chantier difficile. À cause de plusieurs accidents, 60 ouvriers trouveront la mort durant ces 5 ans. Avant même leur ouverture, les tours sont endeuillées, ce qui ne les empêchera pas de rencontrer le succès. Le 4 avril 1973, le World Trade Center est enfin inauguré. Les tours trônent au-dessus de la ville et deviennent, comme ses concepteurs l'avaient imaginé, non seulement les buildings les plus hauts du monde, mais aussi le symbole d'une Amérique puissante et ambitieuse. En termes de hauteur, c'est vraiment un bâtiment extraordinaire. Tous les matériaux, tous les systèmes, toutes les fonctionnalités de la tour étaient aux normes de l'époque. Passé la controverse du début, le World Trade Center est rapidement adopté par les New-Yorkais. Ces deux tours sont une identité. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont au sud de Manhattan et que dans Manhattan, on fonctionne toujours par nord-sud, est-ouest. Et que donc, on sort d'une bouche de métro, quand on veut se repérer, on recherche les tours du World Trade Center qui dominent l'ensemble de Manhattan. Avant, nous avions l'Empire State. Il était là. Maintenant, nous avons le World Trade Center. « 50 000 personnes travaillent chaque jour dans ce temple du business. Ici, les maîtres mots sont modernité et sécurité. Pour rendre le World Trade Center le plus sûr possible, les ingénieurs ont pris en compte plusieurs facteurs, à commencer par un phénomène naturel très présent à cette hauteur, le vent. Nous devons aussi comprendre que les deux tours sont très proches l'une de l'autre. Le vent peut se comporter de façon étonnante entre ces deux tours. Il faut prendre cela en compte dans la conception. La force exercée par le vent contre l'extérieur des tours est plus importante que le poids des gens et du mobilier à l'intérieur. Et le vent n'est pas le seul danger à avoir été pris en compte par les ingénieurs. À l'époque, le risque que les tours soient percutées par un avion avait déjà été anticipé. Il faut dire que 20 ans plus tôt, en 1945, un appareil a percuté le 79e étage de l'Empire State Building. Leslie Robertson, l'ingénieur en chef du projet, a donc conçu les tours pour parer à ce genre d'accident. Dans le passé, l'Empire State Building a été frappé par un bombardier 26 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardier volait à basse altitude dans le brouillard, il volait lentement, il n'allait vraiment pas vite. Il a frappé le bâtiment et a tué quelques personnes. C'était malheureux, mais le building a tout à fait été capable d'encaisser ce choc. Je me suis dit que cela pouvait se reproduire. Et donc j'ai conçu les tours jumelles pour qu'elles puissent résister à un Boeing 707 qui volerait bas, à faible allure, et qui lui aussi frapperait les tours. À l'époque, c'était le plus grand avion de ligne. Dernier élément important concernant la sécurité, le risque d'incendie, comme en atteste ce film de prévention diffusé aux occupants des tours. We want you to know what to do in an emergency and how to report an emergency to building management and appropriate authorities. Même si la réglementation de l'époque n'impose pas la présence systématique de sprinklers, ces systèmes d'extinction automatiques d'incendie sont progressivement installés à partir de 1975 dans l'ensemble des tours. A temperature of 165 degrees Fahrenheit sets off the sprinklers in the affected area. Statistics show that sprinklers extinguish 98% of the fires they attack.
Les tours étaient d'ailleurs considérées comme invulnérables par l'architecte du projet, mais aussi par la plupart des New-Yorkais. Votre première impression quand vous arrivez sur les lieux, c'est « Mon Dieu, c'est une tour gigantesque. Et en plus, il y en a deux. » Et on a l'impression d'être minuscule face à cette immensité qui est un demi-kilomètre de tour tout de même, qui s'élève devant nos yeux comme ça, qui est d'une impression de majesté et de solidité surtout, inébranlable. Mardi 11 septembre 2001. Au matin, la journée s'annonce particulièrement radieuse. All news, all the time. Good morning. 64 degrees at 8 o'clock. It's Tuesday, September 11th. I'm Lee Harris. Here's what's happening. It's primary day and the polls are open in New York City. Bruno Dellinger travaille dans le World Trade Center. Chef d'entreprise, il est, comme tous les matins, l'un des premiers à venir au bureau. Il est 8h30. Cette journée du 11 septembre, en anglais on dirait « glorious ». C'est un jour glorieux, avec un ciel d'une profondeur absolument incroyable. Et il faisait beau. On aurait dit le printemps. Les gens étaient en maillot de bain, il y avait des canards sur le lac, des enfants en train de courir, des couples qui discutaient. Et moi, quand j'arrive dans mes bureaux, je vais me poster devant les fenêtres pour regarder la vue qui est vraiment extraordinaire. Avec cette rivière Hudson qui remonte, l'environnement minéral de Manhattan, des bateaux sur la rivière Hudson. Ces matins-là, je me rappelle clairement en avoir vraiment profité jusqu'au bout. Comme Bruno Dellinger, 17 000 personnes sont déjà présentes dans les tours. 33 000 doivent encore arriver et aucune d'elles n'a conscience de la catastrophe à venir. Il est 8h46. Moi, je suis en train de lire mes emails quand soudain, j'entends le vrombrissement absolument assourdissant de ce que je découvre être des moteurs d'avion. C'est un bruit qui terrorise. La scène est à peine croyable. Ces images, filmées par des reporters en immersion avec les pompiers de New York, sont les seuls à témoigner de ce qui vient de se passer. Il y a eu une énorme boule de feu et une partie de l'enveloppe a totalement été démolie. C'est tout ce que l'on pouvait voir depuis l'extérieur. Depuis la rue, les New-Yorkais aperçoivent un immense trou. Probablement 10 étages ont été impactés. À cet instant, pour la plupart des témoins de la scène, il s'agit d'un accident comme celui de l'Empire State Building. Je me dis simplement, il y a un pilote qui n'a pas su conduire son avion, quoi. En l'espace de quelques millièmes de seconde, d'un seul coup, tout s'enchaîne. Les façades s'écroulent et passent devant nos fenêtres. Il y a des morceaux d'avion, des morceaux de tout ce que vous voulez qui tombent. Et le bâtiment commence, après ce choc énorme, ce bruit colossal, à tanguer. Mais il tangue très très violemment. Donc le bâtiment oscille pendant très longtemps. Je pense qu'il oscille pendant au moins une minute et demie, peut-être 2 minutes, craquant dans tous les sens. Comme l'acier est un matériau élastique, on a eu un phénomène de vibration qui a fait que la tour a oscillé. Dehors, les New-Yorkais assistent impuissants à la catastrophe, sans se douter qu'un autre drame encore plus terrifiant se déroule à l'intérieur du bâtiment. Car ce que personne ne sait à cet instant, c'est que l'avion, un Boeing 767, a percuté la tour à près de 870 km/h, une vitesse suffisante pour fragiliser la façade
et donc la solidité même de l'édifice. Les dégâts causés donc, sur la façade sont dus à deux quantités qui sont la masse et la vitesse, pour créer en fait de l'énergie cinétique, et c'est ça qui va rompre en fait l'acier. Les ailes évidemment ont frappé la façade extérieure composée des colonnes, et donc elles ont commencé par se casser et à se briser en 1000 morceaux. C'est l'acier, l'aluminium et tout ce qu'il y a dedans qui pénètre le bâtiment. L'avion a littéralement traversé le bâtiment entre les 93e et 99e étages. L'impact a été centré sur la façade. L'avion est arrivé pratiquement à l'horizontale et a vraiment impacté au centre de la façade. Mais ce qu'il faut aussi imaginer, c'est qu'en plus de la structure en fait, externe, c'est aussi la structure interne qui a été affectée par l'impact. On a aussi donc, des poteaux internes qui ont été soit sectionnés, soit fortement déformés, donc affaiblis par l'impact de l'avion. La façade en acier assure à elle seule 40% de la solidité de l'immeuble. Le noyau central, 60%. Or, lui aussi a été touché. 6 des 47 colonnes du noyau central ont été sectionnées. 3 sont fortement endommagées. Bruno Delinger n'a aucune conscience de ces risques liés à la structure même du World Trade Center. Il ne sait pas que son bureau, situé 47 étages plus bas, est directement menacé. Je me dis, bon, ben, c'est pas très grave, on va probablement nous interdire l'accès au bureau, mais dans une quinzaine de jours, on reviendra reprendre ce qui est nécessaire. Je prends mon ordinateur portable, je le mets dans un tiroir, je le ferme à clé en me disant je reviendrai. Et je pars. Ces photos sont les rares images qui témoignent de ce qui s'est passé dans les escaliers ce jour-là. 17 minutes après le premier impact, Bruno Delinger tente encore de regagner la sortie dans les escaliers lorsque tout bascule. Les Américains réalisent alors qu'il ne s'agit pas d'un accident. Ils viennent de sombrer dans l'horreur. Brian Clark est trader. Il travaille dans la tour sud. Au moment de l'impact, il se trouve dans son bureau, juste au-dessus des étages touchés. Boum, boum! À nouveau cette double explosion, mais horriblement bruyante. C'était notre tour qui était frappée par le second avion. L'air était rempli de cette poussière sale, blanche, pleine de débris. Il n'y avait pas de fumée noire, pas de flammes, mais on crachait cette poussière poudreuse. La collision s'est produite entre les 77e et 85e étages. Le drame a donc lieu plus bas que sur la première tour, mais surtout, l'avion n'a pas percuté l'édifice de la même manière. La différence majeure, c'est que pour la tour sud, l'avion était en train de tourner. Ainsi, quand il a frappé la tour, il était incliné. C'est pour cela qu'il est arrivé près du coin et qu'il a démoli une importante partie de ce coin. Un des moteurs était en réalité proche de l'angle de la tour. Il a volé à travers l'étage parce que l'espace était vide. Puis il est ressorti de l'autre côté pour finir dans la rue, quelques blocs plus loin. En traversant le coin de la tour, l'avion a épargné une bonne section du noyau central. Mais il a aussi profondément affecté toute une partie du bâtiment et créé un véritable déséquilibre de portance. Malgré tout, le World Trade Center semble résister au scénario catastrophe qui avait été envisagé par les ingénieurs.
J'ai vraiment pensé que la tour allait s'effondrer. Cela peut paraître étrange, mais c'est ce que je me suis dit. J'étais étonné que les tours tiennent toujours, après ces énormes impacts, ces explosions et tout le reste. Je me suis vraiment demandé comment cette tour pouvait encore tenir. J'étais vraiment impressionné. La forte rigidité, procurée par l'enveloppe extérieure, a permis de redistribuer les charges et ainsi d'éviter l'effondrement de la tour. On ressent peut-être le mouvement de balancier, mais c'est un mouvement léger, pas assez prononcé pour endommager la structure. Pour Leslie Robertson, l'un des ingénieurs du World Trade Center, le fait que les tours restent debout n'a rien d'étonnant. Les buildings devaient pouvoir résister à une pression du vent d'une demi-tonne par mètre carré. Nous avons décidé de les faire 5 fois plus résistants. Grâce à la conception redondante de la tour, il y avait suffisamment de soutien de la part de tous les autres éléments intacts de la structure pour la maintenir. Seulement si les deux tours résistent aux impacts des avions, elles vont bientôt être fragilisées par un autre élément. Les avions ont sectionné une partie de la structure, mais le véritable danger provient du kérosène qu'ils contenaient, 35 tonnes chacun. Sur la totalité de kérosène présente dans les ailes, environ 30% s'est immédiatement enflammé. Et c'est cela qui a créé la boule de feu que les gens ont vue depuis l'extérieur. Au moment de l'explosion et de la création de cette boule de feu, il y a une pression gigantesque qui est créée, ce qui fait que le kérosène va aussi s'engouffrer dans les circulations verticales, pour s'engouffrer même jusqu'au sous-sol des tours, puisque à ce niveau-là, il y a les portes des ascenseurs qui vont être complètement soufflées, il y a des personnes qui vont être brûlées par le kérosène 300 mètres en dessous de l'impact. Les incendies qui se déclarent immédiatement vont littéralement ronger les étages impactés. Les incendies étaient hors de contrôle à l'instant même où l'avion a frappé la tour. À l'intérieur des bâtiments, la température approche dangereusement les 700 degrés, menaçant leur structure tout entière. L'acier va capter cette chaleur et monter lui-même en température. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 500 degrés, 600 degrés, l'acier a perdu pratiquement toutes ses propriétés mécaniques. Il n'a pratiquement plus de capacité portante. Élément aggravant, l'impact des avions a sectionné les arrivées d'eau dans les parties supérieures de la tour. Conséquence directe, les dispositifs anti-incendie sont incapables de fonctionner. Le feu se répand sans obstacle. Nous savons que si un feu démarre à un endroit et qu'il consomme les combustibles présents, il produira de la chaleur et du gaz qui se propageront. Et donc, soit à travers l'action du feu, soit des gaz chauds qui se déplacent, ça peut exploser s'ils entrent rapidement en contact avec de l'oxygène. Ça peut alors embraser immédiatement la totalité de l'espace. Ça devient un feu très chaud. Et s'il n'y a rien pour l'arrêter, il continuera de se répandre. Dans la tour nord, les étages 93 à 100 brûlent entièrement. Ces 8 étages sont ravagés. Et pire encore, l'impact a littéralement sectionné le noyau central. Or, dans les deux tours, les voies de communication sont toutes centralisées. Le cœur touché, les escaliers et ascenseurs ne sont plus praticables. Les 1200 personnes qui se trouvent encore au-dessus de l'impact à cet instant sont condamnées. Le fait que les personnes piégées dans les étages supérieurs ne puissent pas descendre et rejoindre la sortie est tragique.
Et c'est pour ça que vous voyez des gens se jeter de l'immeuble. C'est vraiment terrible. Are they going to be able to get somebody up here? Well, boss man, we're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. And it's very, very, very hot. Pour Bruno Deslinger, qui se trouvait sous l'impact, la descente est laborieuse. Il ne sait pas à cet instant que l'immeuble menace de s'effondrer à tout moment. Je me trouve bloqué dans un flux très important qui a 3 composantes. La file des gens qui descendent, très très lent. On marche après marche, littéralement. Puis on s'arrête, puis on repart, puis on s'arrête. Dans une chaleur épouvantable. La file des services de secours que je commence à rencontrer aux alentours du, je dirais, 42e, 40e étage. Il faut bien réaliser que ces gens-là sont déjà complètement épuisés parce qu'ils mettent 1 minute par étage pour monter. Donc quand moi je commence à les rencontrer, ils marchent depuis une 40aine de minutes. Ils ont l'air hagards. Et pourtant, ils continuent à monter avec un équipement, un harnachement qui dépasse l'entendement. Et puis une 3e file, qui est sporadique, je dirais, qui est celle des grands brûlés, qu'on descend en urgence des étages supérieurs. Donc il y a un flux très très important dans ces escaliers, et on essaye de garder un certain sens de l'humour et du civisme, parce que tout le monde est bien conscient que la moindre panique va conduire à l'anéantissement de tout le monde. Dans la tour sud, le scénario est différent. En impactant le bâtiment, essentiellement sur un côté, l'avion a épargné une partie des voies de communication de la tour. Brian Clark, qui se trouvait au-dessus de l'impact, tente la descente par les cages d'escalier. Je précédais un groupe de personnes. Nous descendions depuis le 84e étage. Et à peine arrivés au 81e, une femme nous a arrêtés. Elle nous a dit « Stop, on ne peut plus descendre. Il y a des flammes et de la fumée plus bas. Il faut remonter. » Les gens derrière moi ont commencé à s'entasser et on a débattu. Doit-on remonter? Doit-on descendre? J'ai utilisé ma torche et je voyais de la fumée noire remonter, mais aucune flamme. Alors on est descendu. À travers la zone d'impact, il y avait beaucoup de murs qui s'étaient écroulés sur les escaliers. On a dû creuser et se frayer un chemin à travers. Ce n'était pas non plus un travail de titan, mais juste quelques morceaux de murs étaient là et on a dû déblayer la zone de débris. Au 78e étage environ, les murs étaient craquelés et les flammes étaient discrètement en train de s'infiltrer dans les trous. Ce n'était pas non plus une chaleur infernale. Je suppose que c'était des flammes à la recherche d'oxygène. Je ne me souviens pas d'un éclat de chaleur, mais c'était très enfumé et il y avait des décombres partout. Nous avons continué, puis arrivé au 74e étage, à peine 4 étages en dessous, nous avons soudain retrouvé l'air normal. Parmi les personnes situées au-dessus de l'impact dans la tour sud, seuls 4 sortiront indemnes. Brian Clark est l'une d'entre elles. Quant à Bruno Deslinger, il va finalement réussir à regagner la sortie de la tour nord. Mais ils sont nombreux à rester coincés. Et ce qui va bientôt se produire va s'avérer fatal. Personne ne s'en rend compte à l'extérieur, mais depuis plus de 45 minutes pour la tour sud et 1 heure pour la tour nord, le World Trade Center est en proie à des phénomènes physiques invisibles. Il se trouve que lorsqu'un matériau monte en température, il a tendance à se dilater. Donc le volume augmente, les penchés vont avoir tendance à se dilater dans le sens de la longueur, et ils vont venir pousser en fait sur la façade. Donc on va avoir un effort dans ce cas-là qui va avoir tendance à faire sortir la façade par rapport au tour. Alors que certains planchers se dilatent, d'autres au contraire fléchissent. Les planchers vont avoir tendance au contraire à tirer vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un effet funiculaire. Et puis il y a un phénomène qui est lié par contre en fait, au décrochage des planchers par rapport
en fait, aux poteaux de façade qui font que ces planchers ne jouent plus le rôle stabilisateur, c'est-à-dire qu'ils n'empêchent plus les poteaux en fait, de se courber. La chaleur est encore plus destructrice que les avions. Désormais, il fait plus de 700 degrés. Entre le cœur et la façade, les planchers perdent peu à peu de leur rigidité. À mesure que l'incendie progressait, on pouvait voir la structure se détériorer. On voyait les colonnes extérieures de la tour qui commençaient à se tordre. On est dans une instabilité monstrueuse. Peu à peu, sous l'effet de la chaleur, l'acier perd la totalité de sa capacité de résistance. Les poteaux ne tiennent plus la charge des étages supérieurs. L'instabilité est telle qu'à 10h28, Au sommet, ça a commencé à remuer un peu, puis boum, 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 étage après étage. En 8 à 10 secondes, tout s'est écroulé en faisant un énorme bruit. C'était incompréhensible. Ça n'avait pas de sens. À cet instant, c'est plusieurs colonnes qui commencent à céder. Celle près du coin de la tour, et du coup, la tour commence à se plier à partir de ce coin. Et dès lors, le reste du bâtiment commence à s'effondrer, car les étages tombent les uns sur les autres, comme dans un effondrement en cascade. On arrive en fait à avoir un effondrement quasiment comme un château de cartes. la tour sud, celle frappée par le deuxième avion, vient de s'effondrer. Paradoxalement, alors qu'elle a été la première touchée, la tour nord tient encore debout. Sur la tour sud, c'est tout un côté qui a été anéanti. Sur la tour nord, les dégâts sont beaucoup plus symétriques. Donc il est beaucoup plus facile pour les poteaux qui cèdent les uns après les autres, c'est beaucoup plus facile de reporter la charge sur les collègues qui sont juste à côté. Tous les regards se tournent alors vers la tour nord. Va-t-elle résister? J'apercevais vaguement la silhouette de la tour numéro 1 et on est en train de me dire elle va s'écrouler. C'est mes tripes qui se retournaient parce que je me disais ça y est, j'ai tout perdu. 1h15 après la collision avec le premier avion, la structure de la tour nord, sous l'effet du gigantesque incendie situé dans la zone d'impact, ne tient plus. Brusquement, les 15 derniers étages s'écroulent d'un bloc sur le reste de l'édifice. Finalement, la structure a commencé à perdre la capacité portante suffisante pour maintenir la tour debout. On voit cette antenne qui descend, en fait c'est le noyau qui a cédé au niveau de l'impact. L'antenne descend, avec bien sûr les planchers, et ces planchers vont tirer aussi sur la périphérie, sur les façades, et c'est en fait tout le bloc supérieur qui va se mettre en mouvement. Tout s'est passé très rapidement, parce que la gravité prend le dessus et qu'il n'y a plus rien pour empêcher les planchers de s'effondrer. C'est le poids de la partie supérieure de l'édifice, d'un seul bloc, qui amorce sa chute et qui finalement tombe sur les étages inférieurs. Ils viennent s'écraser les uns sur les autres. En 10 secondes, on a tout un édifice qui se retrouve à terre, avec des matériaux qui sont pulvérisés parce qu'on a affaire à un gigantesque concasseur. 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton sont anéantis en quelques secondes dans un immense nuage de poussière. Le World Trade Center, les deux tours les plus hautes du monde, ont tout simplement disparu. Donc là, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, parce que un demi-kilomètre de tour qui s'écroule comme ça sans que vous ayez compris ce qui se passe exactement. Ceux qui ont réussi à sortir indemnes des tours découvrent alors une nouvelle menace. Puis je vois arriver ce que j'appelle le monstre.
Alors le monstre, c'est un truc gigantesque qui doit déjà faire, je sais pas, en tout cas plus de la hauteur de la tour, qui est un monstre de volutes, de fumée, de gravats, de morceaux de poutrelle, de papier, d'objets, qui avance à une vitesse fulgurante, qui enveloppe tout. Puis d'un seul coup, je me dis, bon ben ça y est, quoi, tu y passes. Et puis... tout devient plus noir qu'une nuit. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. L'air est tellement épais qu'il ne vibre plus. Donc c'est le silence total. Donc j'ai cru que j'étais mort. Tout simplement que c'était ça la mort. Ce nuage se propage sur plusieurs kilomètres. On estime à 410 000 le nombre de New-Yorkais qui devront respirer cette fumée toxique, mêlant poussière, débris, mais aussi restes humains. Il y a plusieurs centaines de personnes dont on sait qu'elles étaient physiquement présentes dans ce bâtiment, dont on n'a retrouvé aucune trace d'ADN. Rien. Elles ont été pulvérisées par la violence de l'impact, par la violence de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'étais anéanti. Je savais que les tours avaient disparu, mais je n'arrivais pas à croire qu'elles avaient disparu. Est-ce que j'aurais pu concevoir les tours pour qu'elles résistent davantage? C'est vraiment une question difficile. Évidemment, j'aurais pu les faire plus résistantes, mais à quel point est-ce qu'il faut qu'elles résistent? Je pense qu'elles étaient tellement plus résistantes que les autres buildings, à New York ou même dans le monde. À un moment, il faut savoir se dire que c'est assez. En plus des 147 passagers qui se trouvaient à bord des avions, l'attentat du World Trade Center aura fait plus de 2600 victimes. J'ai rencontré une fille, une lycéenne qui avait perdu son frère. Je n'ai jamais été préparé à ça. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de la prendre dans mes bras et de pleurer un peu. Le principal traumatisme pour de nombreux New-Yorkais était de perdre leur boussole, de perdre leur orientation. Vous regardiez autour de vous et ce n'était plus là. Aujourd'hui, le site où s'élevait jadis le World Trade Center est un mémorial. Un lieu où le bouillonnement des 50 000 personnes qui travaillaient ici a laissé place au recueillement et aux souvenirs. Celui des deux tours, symbolisé par ces fontaines, où civils, pompiers et policiers ont trouvé la mort. Cela permet aux gens de se rendre compte de la taille des tours à partir de leur empreinte au sol. Mais il y a aussi le calme de ces fontaines. C'est un bel hommage. Ces arbres, c'est vraiment un bel endroit. Malgré le recueillement, hors de question de rester ancré dans le passé. Très vite après la catastrophe, a été décidée la construction d'une nouvelle tour. C'était vraiment un défi de taille. Le monde entier nous attendait au tournant. Il fallait que nous nous relevions du 11 septembre, pour la ville de New York, mais aussi pour les États-Unis.
Il fallait se souvenir de ces vies perdues tout en regardant vers l'avenir. Résultat 5 ans plus tard, avec le début de la construction d'une nouvelle tour, la One World Trade Center. Un édifice de 531 mètres, encore plus haut que les tours jumelles, 121 mètres de plus. Il abritera 270 000 mètres carrés de bureaux. En théorie, il pourrait donc contenir 1080 terrains de tennis. Un nouveau monstre d'acier, de verre et de béton qui doit redessiner la skyline, la ligne d'horizon de New York. Il est magnifique. Les facettes triangulaires sont vraiment intéressantes. Et quand vous le regardez, il semble toujours différent. C'est simplement wow. L'idée était de faire en sorte que cette tour marque votre esprit. Lisse, simple, géométrique. Nous voulions la rendre aérienne, vitrée et argentée, et qu'elle réfléchisse le soleil tout comme les tours de l'époque. TJ Gottesdiener est l'un des responsables du projet. Architecte, il est l'un de ceux qui ont dessiné cette super tour. En réalité, sur 90% de la surface de bureau de la tour, vous pouvez marcher sans allumer la lumière. C'est fabuleux de pouvoir évoluer dans cette lumière naturelle. Pas besoin de lumière artificielle et la consommation d'énergie est sensiblement réduite. Pour concevoir la One World Trade Center, architectes et ingénieurs ont appris des erreurs du passé et ils ont multiplié les innovations techniques, notamment en matière de sécurité. Quand on nous a demandé de reconstruire la tour, nous avons réalisé alors que l'on ne pouvait simplement pas revenir aux règles et aux procédures de construction standard. Nous sommes désormais dans une nouvelle ère et nous devons réfléchir à une nouvelle façon de gérer la sécurité. Au niveau des leçons à tirer de ces catastrophes, il y en a plusieurs. D'abord au niveau de la lutte contre les incendies, puisque c'est quand même l'élément principal, la cause principale des effondrements. L'impact de l'avion a empêché les sprinklers de fonctionner. Donc là, nous avons installé 2 sprinklers. Un de chaque côté de la tour, un de chaque côté du cœur. Comme ça, si l'un ne fonctionne plus, l'autre est toujours connecté et peut fonctionner normalement. Et l'eau coulera. Toutes les colonnes d'acier du bâtiment sont désormais protégées en surface par un revêtement spécial pour résister au feu. Nous nous sommes assurés qu'ils ne puissent pas être arrachés en cas d'impact. La structure portante elle-même a été totalement repensée. Si les architectes ont décidé d'utiliser une nouvelle fois une structure en tube, la même que pour les tours jumelles, ils ont considérablement renforcé et protégé le noyau central. L'objectif est avant tout de sécuriser les 10 000 personnes qui travaillent ici. Une des études a conclu qu'à l'avenir, les tours doivent avoir un cœur, une structure intérieure suffisamment solide pour que les ascenseurs puissent continuer de fonctionner à l'intérieur de ce cœur. Les systèmes de secours, cages d'escalier, ascenseurs et conduits d'aération sont donc désormais protégés par un blindage de 150 000 mètres cubes de béton armé. Grâce à ces innovations, le noyau central est désormais capable de supporter une charge de près de 10 tonnes par mètre carré. En cas de problème, une priorité, l'évacuation rapide et totale de la tour. Le cœur du bâtiment, sa colonne vertébrale, est constitué de béton. Alors bien sûr, cette structure a des passages et des portes qui mènent aux ascenseurs. Mais c'est un système unique, très bien coordonné, qui est très résistant, très solide. De nombreux ascenseurs de secours ont été ajoutés, afin que les gens puissent évacuer plus vite. Ce qui a sauvé de nombreuses vies dans le World Trade Center, c'est que certains ascenseurs ont continué à fonctionner. Aujourd'hui, on a ajouté des critères supplémentaires pour les très hauts gratte-ciel et pour ceux qui font au moins 160 mètres.
Des ascenseurs qui ne mettent que 47 secondes pour parcourir les 102 étages. Mais les architectes ont également dû trouver une solution pour éviter les escaliers enfumés en cas d'incendie. Nous avons incorporé un système de pressurisation unique à New York. Ce qu'il fait, c'est qu'il pousse l'air à l'intérieur de la cage d'escalier. Et ça empêche la fumée d'y accéder. Comme ça, dans les escaliers, l'air est toujours respirable. Pour contrer d'éventuelles attaques au sol, la structure de la nouvelle tour a aussi été renforcée à sa base. Impossible de s'en rendre compte à l'œil nu, mais les 60 premiers mètres du bâtiment n'abritent aucun étage, aucun bureau. Il ne s'agit que d'un bloc de béton armé, habillé de verre. En s'approchant du bâtiment, les gens n'ont pas la sensation d'être face à une forteresse. De nombreux scénarios catastrophes ont également été passés en revue. Des checkpoints permettent notamment de scruter chaque voiture et de connaître l'identité des personnes qui entrent sur le site. De nombreux autres éléments sécurisent la structure, mais impossible de les évoquer. La meilleure protection passe par le secret et la confidentialité. Évidemment, il y a d'autres sujets qui concernent la sécurité de la tour dont je n'ai pas le droit de parler. Mais malgré toutes ces précautions, les concepteurs de la tour ont bien conscience qu'il est impossible de prévoir les dégâts que causerait un nouveau drame tel que le 11 septembre. Personne n'a jamais conçu de tour pour ce type d'accident. Personne ne concevra jamais de tour pour un tel accident. Tout comme le World Trade Center à l'époque, la tour One est elle aussi devenue une attraction touristique. 1 million de visiteurs contemplent tous les ans la vue imprenable depuis l'observatoire de la tour la plus haute des États-Unis. Par beau temps, il est possible de voir à 80 km. Je trouve la symbolique de cette nouvelle tour du World Trade Center extrêmement belle. D'abord, je suis très heureux qu'elle existe de nouveau, comme une réponse à l'absurdité de cette journée. Il y a maintenant une tour très sécurisée à New York. Et vous savez, je serais fier et je dormirais sur mes 2 oreilles si mon fils travaillait à l'intérieur. Grâce à ces innovations, le One World Trade Center s'inscrit comme un nouveau symbole de prouesse technologique, de sécurité et de puissance.